et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Tatin! Old School Essentials, Advanced Fantasy, la suite du basique que j'attendais depuis un petit moment. Donc ça se présente en 2 tomes. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome, le tome qui sert à faire les personnages et qui s'adresse aux joueurs, d'ailleurs, qui s'appelle Player's Tome. Voilà, c'est toujours en anglais, c'est toujours aussi bien, il y a quelques illus, mais ce que je vous montrais, c'est les pages, c'est toujours aussi bien présenté, aussi fluide, aussi clair. Je le précise, c'est de l'anglais assez basique pour tous les gens qui ont un petit peu de pratique de JDR. On n'est pas perdu. À la limite, avec un petit dictionnaire pour certains termes, c'est quand même assez facile à comprendre et c'est très bien énoncé, très clair. Alors, ça tombe bien puisque j'ai fini le préquel de ma campagne où nous avons joué avec le basique. J'ai fini ça mardi soir et je dois dire que je suis enthousiaste parce que le jeu a passé l'épreuve du feu et tient vraiment ses promesses en situation. J'ai implémenté, comme on peut le faire avec l'OSR assez facilement, des petites règles maison. Ça bougera encore certainement, mais déjà, je suis assez content de ce que ça a donné. En partie, les joueurs ont plutôt apprécié. Ça a permis d'avoir du rythme, des parties vraiment plaisantes avec peu de temps mort, des rebondissements, etc. Et puis, que dire d'autre? Oui, peut-être la phase d'exploration qui faut encore que je m'habitue à ça parce que elle est liée à un calcul du temps puisqu'il y a cette histoire de monstre errant qui est assez importante dans l'OSR et donc le maître de jeu doit traquer les éclairages et le temps et donc il y a un petit process à respecter de la part des joueurs et moi j'aimerais bien que le process il soit fait sans trop de méta-jeu, que ça devienne un petit peu un réflexe pour les joueurs et que ce soit quelque chose de naturel. Alors on va regarder ce qu'il y a dans ce tome destiné aux joueurs. Il y a toujours ce truc très sympa où en fait ils se servent de l'intérieur de la seconde de couverture et de la page juste à côté pour mettre des tableaux récapitulatifs. C'est très pratique, hein. Vous en avez à la fin aussi. Ça permet quasiment de se passer d'un écran de jeu parce qu'en fait vous tombez sur les tables. Voilà, c'est une idée toute bête mais qui fonctionne bien. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est assez facile hein, et assez logique finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Advanced, vous avez une implémentation avec certaines house rules, notamment celle qui va beaucoup changer pour la création de personnages. C'est celle qui va consister à dire désormais, par exemple, les elfes ne sont plus une classe comme dans le basique, mais vous pouvez jouer une race, choisir de faire un elfe et en faire un magicien. Mais vous pouvez aussi rester sur l'autre option, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des classes et dans ces classes, je vais vous les énoncer, mais il y a également des classes qui continuent à être des races. Moi, je vais rester sur cette option parce que je trouve qu'elle est, en fait, elle est savoureuse. Il y a un petit côté un peu nostalgique et puis ça a bien fonctionné à la table et je trouve ça assez savoureux. Alors, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on va trouver comme classe? Donc, je vous les énonce. L'acrobate, l'assassin, le barbare, le barde, le clerc, le drow, donc l'elfe noir, le druide, le duergar ou le nain gris, le dwarf, le nain normal, l'elfe, le guerrier, le gnome, le demi-elfe, l'halfling, le demi-orc, l'illusionniste, le knight, qui correspond, je crois, dans l'ancien temps en français, c'était le cavalier, le magicien, le paladin, le ranger, le svirfneblin, qui est une espèce, je crois, pas dire de bêtises, que c'est une espèce de gnome, en fait. Ah non, le gnome, il est là, non? Alors, Svirfneblin, oui, je crois que c'est un gnome particulier. Enfin, une petite race comme ça, qui certainement possède quelques habilités magiques. Vous avez ensuite un premier chapitre où on va vous parler de la terminologie du livre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sinon ça, vous pouvez vraiment le survoler, hein.
Hat Dice, c'est les dés de vie pour les monstres, etc. Bon, ce genre de choses, au bout d'un moment, on les connaît tous par cœur. Vous avez toujours cette option de jouer avec soit le taco, pour vraiment rester dans les canons de l'époque, soit les classes d'armure ascendantes. Moi, je suis passé aux classes d'armure ascendantes. C'est plus pratique, ça allège les feuilles de personnages. Et puis à bas niveau, il n'y a pas vraiment d'intérêt au taco. C'est intéressant au haut niveau parce que les calculs sont simplifiés, mais à bas niveau, voilà. Vous avez une règle optionnelle pour faire du multiclassage. Ça, je ne sais pas encore, je pense pas que je vais jouer avec ça. Vous avez deux méthodes de création de personnages. Une méthode qu'ils appellent la basique, où donc chaque race, si vous jouez un nain, vous jouez un nain, basta. Et vous avez la méthode avancée, où vous jouez un nain, et après vous faites un nain magicien, un nain clair, un nain guerrier. Vous avez un rappel sur les scores d'habilité, etc. Donc on se rend compte tout de suite d'une chose, ça c'est peut-être un peu dommage, mais bon, en même temps, pour ceux qui n'ont pas eu le basique, c'est bien. C'est qu'en fait, le basique est contenu là-dedans. Dans ces deux tomes là, dans le vente, vous avez le basique. Alors historiquement, ça se comprenait puisqu'il y a eu d'abord l'époque où il y avait que le basique et après ils ont sorti le vente. Il fallait bien qu'ils reprennent les bases du jeu, sinon ça n'avait pas de sens. Là, ils auraient peut-être pu envisager, mais peut-être ça faisait des tomes trop fins s'ils avaient enlevé. Et puis après, ça aurait pas été pratique, ça aurait été sur deux tomes. Quoi qu'il en soit, je me retrouve avec un exemplaire du basique qui va plus trop me servir à grand chose, si ce n'est pour ceux qui sont atteints de la collectionnite, ils sont nombreux parmi les rôlistes, et puis aussi peut-être pour se servir des tables qui sont sur les secondes et quatrièmes de couverture. Voilà. Et puis après, on va attaquer le déroulé comme dans le basique, vous voyez, l'acrobate, avec sur 2 pages à chaque fois, c'est éclaté sur 2 pages, ses compétences, les tables qui vont bien, les fameuses tables de saving throw, et puis là, le voleur acrobate, lui, il a du escalade, il a quelque chose qui lui permet d'éviter les dégâts des chutes, hide in shadows, move silently. Et TW, je pense que c'est la tumbling attack qui lui permet, c'est un petit peu l'équivalent de l'attaque sournoise du voleur. Il va en fait rouler un petit peu dans les pattes de son adversaire pour occasionner du dégât. Donc ils vont dérouler comme ça toutes les classes, barbares, druides, dwergar, elfes, etc. Ça occupe la majeure partie du livre. Vous avez ensuite une seconde partie destinée, je crois que c'est l'équipement. On y arrive ici. L'avancée, l'expérience en fait, comment on va gérer la montée de niveau avec l'expérience. La richesse de départ, donc, et puis le système de conversion de pièces d'or, platine, etc. Puis l'équipement. Alors j'ai pas rentrer dans le détail, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup plus de choses que dans le basique en fait. On reste sur quelque chose d'assez d'assez resserré pour les armes. Bon, moi en plus j'utilise une autre façon de gérer les armes. Il y a une petite règle optionnelle, on peut désormais avoir du poison qui n'est plus mortel, c'est-à-dire on peut avoir du poison, déjà qu'il y a un temps de déclenchement, ça peut être instantané, mais ça peut aussi prendre 1 des 3 rounds pour que les effets du poison se déclenchent. Et puis là vous avez des effets, par exemple le poison de classe 1, qui fait, si la sauvegarde est ratée, 15 points de dommage, etc. Bon, on peut en mettre en plus. Moi j'avoue que j'aime bien le côté old school, toujours avec cette règle number 1 que la mort est toujours une possibilité. J'aime bien le côté du poison, on rate sa sauvegarde, on est mort. Déjà parce que ça fait du poison quelque chose de merveilleux, donc on en met moins souvent, mais il y a un risque mortel quand on l'utilise. Vous avez ensuite ce qu'ils ont appelé véhicules et animaux, donc des règles pour des petits véhicules, routiers, des charrettes, ce genre de choses, et puis les animaux j'allais dire de bas, je sais pas si c'est le terme, de bas ou de monte, donc les chameaux, les mules, les chevaux de guerre, vous avez également les chiens de guerre, les chiens pour la traque, et puis vous avez donc après des véhicules, vous avez également les véhicules maritimes, voilà, seaworthy vessels, lifeboat, longship, sailing ship, troupes transporteurs, warship, boat, canoë,
galère, raft, radeau, voilà, c'est assez détaillé. Vous avez des petites tables qui vous indiquent, si vous faites une campagne avec du voyage, les déplacements. Alors c'est en miles par jour. Voilà, vous avez également l'équipage qui est requis. Par exemple, une grande galère, il faut 180 bonhommes pour la faire. Voilà, une galère de guerre, 300 hommes d'équipage. Donc ça, c'est pas mal. C'est des petites choses qui vont servir pour la cohérence dans les scénarios, dans les campagnes. Vous avez les catapultes, parce qu'on peut catapulter bien sûr. Et puis après, on s'attaque au deuxième grosse partie du livre, avec la magie, où on va reprendre des listes de magie. Il y a maintenant le druide et l'illusionniste qui vont avoir leur propre liste de magie. Donc voilà, et puis ils reprennent la magie divine pour les clercs, et puis les paladins également. Et que reprennent-ils d'autre? La magie d'arcane en fait. Vous avez des petits ajouts de règles sur les recherches magiques. Voilà, la magie d'éclair. Là, c'est assez long, hein, en fait. Et puis après, on va arriver sur des points de règle. Ils ont appelé ça adventuring, donc partir à l'aventure. Des points de règle, l'organisation à l'ancienne, avec l'ordre de marche, l'organisation du groupe, le caller, celui qui dit ce que fait la troupe après que les joueurs se soient mis d'accord, le cartographe, diviser les trésors, voilà, des petites choses. Bon, là il y a à picorer, je pense, là-dedans. Vous avez un chapitre sur le temps, le poids, le mouvement, toutes les unités un peu de mesure qui vont être utilisées en cours de partie. Vous avez un petit paragraphe, une petite page sur les ability checks. Donc quand vous voulez utiliser l'équivalent d'une compétence, si ça se rapporte à de l'intellect, vous tirez un des 20 sous votre intelligence avec des malus, etc. Les dommages, les soins et la mort, ce qu'ils ont appelé les challenges et les dangers, les périls et les dangers. Quelques petites règles encore sur la séquence play of turn, sur l'adventuring, ce que je vous disais que j'ai encore besoin d'huiler en termes de masterisation pour que ça soit un peu plus intéressant. Ils ont rajouté ceci qui n'était pas dans le basique, l'aventure en extérieur, avec des périls, des choses comme ça, toujours très intéressant. L'aventure sur mer, waterborne adventuring, les rencontres, évasion et poursuite qui était déjà dans le basique, les combats. Donc ça permet aux joueurs d'avoir aussi un petit peu les règles qui sont somme toute assez simples et assez fluides, mais de les avoir sous les yeux. Le joueur qui achète ce livre-là, il a tout pour jouer. Les règles de morale, quelques tables pour les combats, les règles lorsque vous engagez des mercenaires ou des suivants, un petit peu comment ça se passe pour gérer les tarifs, les spécialistes également, un armurier, un alchimiste, etc. Et les places fortes, puisque beaucoup de classes à un certain niveau, si vous voulez les faire évoluer dans une campagne, vous leur permettez par exemple le clerc de financer un temple, et parce que ça n'est pas forte, c'est plutôt les guerriers, le paladin de construire un château, etc., etc. Et vous avez un index des sorts, très pratique aussi. Ça, c'est peut-être le genre de choses qu'il faut avoir sous la main, photocopier peut-être, et puis la licence tout à la fin. Voilà, donc c'était un petit tour du Player's Tome de Old School Essentials. Que dire de plus si ce n'est que franchement, allez-y, foncez. Il y a une traduction, je crois que c'est, je ne sais jamais si c'est 500 nuances de geek ou indécent, je crois que c'est 500 nuances de geek qui a fait un crowdfunding. Il y avait le basique et je pense qu'il y avait aussi ces tomes-là. Donc si vous ne maîtrisez pas du tout l'anglais et que ça vous fait un peu peur, un peu de patience, ça ne devrait pas tarder à arriver en français. Si vous êtes moyen en anglais, vous pouvez y aller, très honnêtement, c'est tout à fait prenable. Et puis, si vous êtes bon en anglais, allez-y, foncez dessus, les yeux fermés, inutile d'attendre toujours ce laps de temps entre la traduction des jeux, etc. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire. Je suis tout excité d'avoir reçu les bouquins. Je vais pouvoir me plonger dedans pour continuer ma campagne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.